Depuis l'été dernier, les relations entre la France et l'Algérie se dégradent de jour en jour. Derniers événements en date, les condamnations de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste français Christophe Glaise à respectivement 5 et 7 ans de prison. Et comme souvent dans ces moments de tension, on essaye de regarder en arrière pour tenter de mieux comprendre l'actualité. À l'Express, 3 journalistes se sont penchés sur cette relation ambivalente entre les deux pays. Mais ils se sont intéressés à une histoire un peu particulière, celle des batailles d'espionnage. Pour leur enquête, ils ont rassemblé de très nombreux documents dans des dossiers classés par ordre chronologique. Des photos d'espions infiltrés, des preuves écrites de kidnapping, des archives sur des assassinats cachés, ces dossiers contiennent tous les éléments pour faire le récit des guerres secrètes franco-algériennes. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez France-Algérie, 60 ans d'espionnage, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, aux racines de la méfiance mutuelle. Nous ouvrons donc le premier dossier sur l'espionnage entre la France et l'Algérie, sur lequel il est inscrit 1954-1962. Les premiers documents datent du 1er novembre 1954. Et je vous propose, chers auditeurs, de commencer par rappeler ce qu'il s'est passé ce jour-là avec une archive télévisée. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Dans la nuit, le FLN, Front de Libération Nationale, lance une série d'attaques sur tout le territoire algérien. 7 personnes sont tuées, on parle alors de la Toussaint Rouge. On ne le sait pas encore à l'époque, mais la guerre d'Algérie vient de commencer. L'épisode fondateur de l'histoire qui nous intéresse cette semaine, celle des espions, se situe lui 3 ans plus tard, en 1957. Et pour nous en faire le récit, j'ai parcouru ces dossiers avec les 3 journalistes de l'Express qui ont enquêté sur le sujet, Charlotte Lalanne du Service Monde, ainsi qu'Alexandra Saviana et Étienne Girard du Service Société. En 1957, les combats et les offensives du Front de Libération Nationale, le FLN algérien, s'intensifient, ce qui suscite, entre janvier et octobre notamment, une répression violente de l'armée française. Les pleins pouvoirs sont donnés au général Massu, qui est chargé de sécuriser le territoire algérien par la métropole. De multiples contrôles destinés à filtrer les suspects sont opérés dans les différents quartiers et dans la banlieue. Les trolleybus d'Alger sont soigneusement passés au crible. Plus de 5000 hommes, appuyés par de solides réserves, veillent ainsi à la sécurité des Algérois. C'est dans ce contexte que la France décide de lancer une vaste opération d'espionnage en Algérie. À l'époque, l'un des services de renseignement s'appelle le SDEC. Et je vois que notre journaliste Étienne Girard a laissé un petit post-it avec une définition. Le SDEC, c'est le service de renseignement extérieur de la France, c'est l'ancêtre de la DGSE, les services secrets, tout simplement. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que logiquement, les services secrets extérieurs français ne devraient pas opérer en Algérie pendant la guerre d'Algérie, puisque l'Algérie, c'est la France. Mais les besoins d'organiser une répression clandestine font qu'on va aller saisir le service le plus clandestin de l'armée française, et c'est le service action du SDEC qui va mener beaucoup d'activités et, on le verra, même d'homicides ciblés d'Algériens afin d'empêcher le FLN d'amener les Algériens jusqu'à l'indépendance. Et la grande opération lancée par le SDEC en 1957 est baptisée Opération Bleuite. Ces éléments du dossier ont été rassemblés par Charlotte Lalanne. C'est l'officier Paul-Alain Léger qui va mettre sur pied cette opération, donc à partir de 1957. Officier parachutiste de l'armée, il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant sur son parcours, c'est qu'il a déjà pratiqué auparavant la technique du retournement de l'ennemi en Indochine, c'est-à-dire l'idée d'infiltrer les rangs de l'ennemi pour déstabiliser complètement l'organisation de l'intérieur et créer une forme de panique. Je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés. Ils ont cru qu'à l'intérieur de ce poste de commandement, il y avait un officier qui s'appelait Ahmed Sabri et que ce Ahmed Sabri avait trahi.
Ils ont cru qu'il avait trahi et, à partir de ce moment-là, ils ont pensé que tous les gens qui venaient d'Alger, car ce Ahmed Sabri était originaire d'Alger, ils ont pensé que tous les gens qui venaient d'Alger étaient des gens qui étaient manipulés par moi-même, c'est-à-dire par les Bleus. Donc, en fait, il va récidiver, si l'on peut dire, en Algérie, avec cette vaste campagne d'intoxication psychologique de l'armée de libération nationale, donc des indépendantistes algériens. Parmi les cibles, il y a le colonel qui sera surnommé Amirouche le Terrible, et donc il va y avoir toute cette campagne en fait pour faire croire que on a des agents français qui sont infiltrés un peu partout dans l'ALN et donc tout un tas de fausses informations, de dénonciations qui vont semer la panique. Alors pour la petite anecdote, Opération Bleuite, pourquoi ? C'est parce que la plupart de ces infiltrés portaient un bleu de travail. Alors l'effet que va avoir cette opération est dingue parce que ça va créer une paranoïa totale dans les rangs des indépendantistes et donc ça va déboucher sur une énorme purge au sein de l'ALN. Les suspects sont très souvent tués par les chefs. Il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais certains parlent de 4000 morts. La découverte du PC opérationnel d'Amirouche, chef FLN de la wilaya numéro 3 d'Algérie, révèle l'existence d'un charnier où sont retrouvés les cadavres horriblement mutilés de 400 fellagas assassinés sur l'ordre de leur chef. Des restes sanglants impossibles à montrer ici et des instruments de torture qui sont autant de preuves des épurations inhumaines que les rebelles effectuent périodiquement dans leurs rangs. Très très longtemps en fait cette affaire elle est restée secrète parce que d'un côté comme de l'autre on voulait pas tellement l'évoquer. Il y avait évidemment l'humiliation d'un côté et puis de l'autre côté le côté très secret, mais ce qui est sûr c'est que ça laisse des traces durables dans la relation entre services secrets français et algériens. Comme une maladie contagieuse, la bleuite se répand donc dans les rangs du FLN, le Front de Libération Nationale. Un traumatisme que l'Algérie n'est pas près d'oublier. De la même manière que la pratique décrite dans les documents suivants du dossier, celle des assassinats ciblés. Les documents que j'ai cette fois-ci sous les yeux sont tout droit sortis des cartons des archives. Étienne Girard et Alexandra Saviana se sont rendus en Seine-Saint-Denis, au Pré Saint-Gervais pour consulter les archives de la préfecture de police et à Pierrefitte pour étudier des dossiers aux archives nationales. Les assassinats ciblés, c'est une pratique qui était connue, mais aujourd'hui on en sait davantage grâce à l'ouverture des archives. Les archives nationales, en fait, sont soumises à un certain délai. Au bout de 50 ans, on a accès à des documents auxquels on n'avait pas accès jusqu'à présent. On a eu accès à des documents du SDEC, justement, et de l'état-major des armées, qui sont aux archives nationales et qui font état de l'activité du SDEC pendant la guerre d'Algérie, du service action du SDEC pour être précis. On découvre que pendant la guerre d'Algérie, les services secrets français ont mené une série d'assassinats ciblés à l'encontre de citoyens algériens, mais pas que, et dont le but était d'empêcher l'Algérie d'accéder à l'indépendance. Ces documents révèlent donc plusieurs assassinats de militants et de dirigeants du FLN, mais aussi de leurs proches, dont des femmes et des enfants, comme dans l'affaire du meurtre de Saad Rahal. Saad Rahal, c'est un pharmacien algérien, il habite au Maroc, et il est tué à son domicile, en compagnie de ses 2 parents et de sa petite fille de 4 ans. La presse va dire qu'il s'agit d'un règlement de compte car il n'acquittait plus de sa contribution au FLN, donc affaire algéro-algérienne. En réalité, pas du tout, selon des documents auxquels l'Express a eu accès. Le SDEC est à l'origine de l'explosion et du meurtre. Il le soupçonnait d'être un trafiquant d'armes au service des indépendantistes algériens. Ce document, on n'en avait absolument pas connaissance, et c'est en allant fouiller aux archives qu'on a trouvé ce cas particulier. Il y en a probablement d'autres qu'on ignore aujourd'hui encore. Les archives sont des trésors, et plus on cherche, plus on tombe sur des cas particuliers, dont celui de ce pharmacien. Et pour ne pas éveiller les soupçons et dissimuler ces assassinats, le SDEC décide de créer une organisation fictive. Il la baptise la Main Rouge. Officiellement, c'est des francs-tireurs. Ils sont opposés à l'indépendance de l'Algérie. Ils sont d'extrême droite, mais rien à voir avec le gouvernement français. En réalité, c'est le SDEC, c'est les services secrets. Il y a même un commandant du SDEC qui va jouer le rôle du représentant, du porte-parole de la Main Rouge. Il va se mettre à répondre à des interviews
auprès de la presse. Ça permet de crédibiliser l'existence de l'association, de l'organisation. Des années plus tard, le SDEC, les services secrets, avoueront que la Main Rouge n'a jamais existé, qu'elle a été créée de toutes pièces depuis les locaux du SDEC, de l'ex-DGSE. Des assassinats ciblés, une organisation fictive, tous ces éléments sont répertoriés dans les documents des archives et notamment dans un tableau qui date de l'été 1958. Il dresse un bilan de cette opération. Sur le tableau de 1958, pour en revenir à nos documents, on voit 38 opérations tentées entre janvier 1956 et mars 1958. 17 sont réussies, 4 sont un échec, 17 sont annulées, dont 8 par un ordre supérieur, est-il inscrit. Une visait notamment à tuer Ben Bella, le futur président algérien, et une Nasser, le président égyptien. Parmi les assassinats notables, on a aussi Ben Boulaïd, tué en 1956. Lui, c'est carrément un des fondateurs du FLN. Il y a des meurtres en Suisse et en Allemagne. En Allemagne, il y a notamment des vendeurs d'armes qui ont été tués. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas encore le nombre d'assassinats commis par la République française, tout simplement parce que souvent, les archives ont été conservées ailleurs, voire ont été peut-être détruites. Infiltration, assassinat, le tout dans un contexte de guerre de décolonisation. Ces pages ne vont pas tout de suite être tournées, même après la fin des combats. Nous sommes à Évian le 18 mars 1962. Voilà 12 jours que la délégation du FLN et la délégation française tentent de trouver un accord à l'intérieur de l'hôtel du Parc. Les journalistes guettent devant ce grand bâtiment au bord du lac Léman. Au bout de quelques heures, les négociateurs algériens repartent en hélicoptère. Et les ministres français sortent de l'hôtel, sourire aux lèvres. Les accords d'Évian, qui actent le cessez-le-feu en Algérie, viennent d'être signés. Le soir même, le général de Gaulle prend la parole. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin, la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Ces accords sont donc censés marquer le début d'un lien particulier de confiance et de coopération entre la France et l'Algérie. Un objectif difficile à mettre en œuvre après le traumatisme laissé par ces années d'espionnage meurtrier. Les conséquences sont catastrophiques à long terme. C'est une méfiance, une défiance durable des Algériens envers l'armée française. L'opération Main Rouge participe de cette défiance, tout comme le principe de la bleuite. C'est l'idée que derrière la main tendue de la France après l'indépendance se cachent des coups fourrés, des complots. Le pire, c'est que du côté algérien comme du côté français, ça va parfois être le cas, même après l'indépendance. Car après la guerre, l'Algérie se dote de son propre appareil de renseignement. Je vois d'ailleurs dans notre dossier un nouveau post-it où il est inscrit le sigle SM pour sécurité militaire. Certains l'appelleront un peu plus tard en Algérie sport et musique pour éviter d'avoir à nommer ce service très redouté pour sa cruauté, ses actes de torture. Et cette organisation, donc la sécurité militaire ou SM, va épier de façon très claire le SDEC français dans l'immédiate après-guerre. Et donc là, on a un certain nombre d'épisodes que certains historiens ont pu retrouver. Par exemple, le cas d'un certain Gaston qui a été confondu en 1966 pour avoir posé des micros un peu partout chez des ministres algériens. Il y a aussi cette histoire d'une coopérante qui avait été considérée comme honorable correspondante du SDEC et qui va mourir en cellule à la suite des mauvais traitements de la SM. Donc voilà, il y a plusieurs exemples qui montrent que la défiance continue. Cette défiance est si forte qu'elle alimente l'idée d'un complot français contre Alger durant des années. Une obsession qui se retrouve encore aujourd'hui dans la rhétorique du régime algérien. Dès qu'il y a des difficultés en politique intérieure, on accuse la France et on accuse même la France de comploter. On accuse la DGSE de comploter. Rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de décembre dernier, peu après le début de la crise entre la France et l'Algérie autour de la position diplomatique sur le Sahara occidental. La chaîne publique AL24 News consacre un documentaire de 51 minutes à un complot
de la DGSE pour infiltrer des réseaux islamistes algériens. Un diplomate français est accusé d'appartenir à la DGSE, d'avoir tenté de recruter un Algérien, de lui avoir demandé d'infiltrer les milieux djihadistes locaux. Son nom est cité. La presse algérienne se félicite que le pouvoir ait mis fin à une véritable conspiration française menée par les services secrets. On voit bien dans cette histoire que le pouvoir algérien, en inventant cette histoire, convoque l'imaginaire de la guerre d'Algérie et des complots français, djihadistes vraiment existé, pour recréer une union et une cohésion autour de lui contre la France. Ce premier dossier sur la guerre d'Algérie nous a éclairé sur les origines des relations d'espionnage entre les deux pays. Merci à nos 3 journalistes pour ce récit, Alexandra Saviana, Étienne Girard et Charlotte Lalanne. Demain, on ouvre le 2e dossier et on part dans les années 70. Pour ne pas rater la suite, pensez, chers auditeurs, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous y laisser des étoiles ou des commentaires si ce podcast vous a plu. France-Algérie, 60 ans d'espionnage est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros avec Emeline Dulliot.